je vais tenter, pour introduire la discussion, de revenir un peu sur quelques-unes des leçons qu'on peut tirer de 36. Le mouvement de 36 et le gouvernement du Front populaire avaient soulevé d'immenses espoirs parmi les travailleurs. Mais en réalité, cette expérience s'est quand même conclue, en tout cas s'en est suivi une forte répression du mouvement ouvrier, la guerre et le régime vichiste. Comme je vous disais tout à l'heure, l'article lors de la décision approche de Trotsky, qu'il a écrit le 18 décembre 1938, qui vise à faire le bilan de la grève dite générale de 1938, et je vais commencer par en dire quelques mots. Alors nous, aujourd'hui, vous savez, la phrase il faut remettre la France au travail. Maintenant, aujourd'hui, on est habitué à l'entendre, puisque tous les politiciens bourgeois et les pseudo-experts économiques des plateaux télé nous le rappellent tous les jours. Mais il paraîtrait que cette phrase, en fait, elle aurait été prononcée pour la première fois en 1938 par le radical Daladier, alors qu'il venait d'être nommé à la tête du gouvernement en remplacement de Blum. Et en fait, il expliquait ceci, il disait comme ça: tant que la situation internationale demeurera aussi délicate, il faut qu'on puisse travailler plus de 40 heures et jusque 48 heures dans les entreprises qui intéressent la défense nationale. Voilà ce qu'il expliquait au moment où il est nommé, c'est dans son discours d'investiture, enfin je ne sais pas si c'est exactement ça le nom, mais au moment où il prend ses fonctions. Et le 12 novembre 1938, c'est son ministre libéral des Finances, Paul Reynaud, qui prend plusieurs décrets-lois qui en fait reviennent sur les acquis du mouvement de 1938. Alors je vais juste détailler un tout petit peu, vous allez voir, c'est quand même un petit peu la loi travail de l'époque. Les décrets-lois, ils prévoient notamment la fin de la semaine de 5 jours, celle que Reynaud, de façon hyper méprisante après la semaine des 2 dimanches, il prévoit la suppression de la majoration pour les 250 premières heures supplémentaires, le rétablissement du travail aux pièces, etc. Et par ailleurs, cette politique, elle s'accompagne aussi de décrets-lois anti-immigrés, etc. Bon, quand même un cap un petit peu nouveau. Et face à cette déclaration de guerre de la classe ouvrière, il y a des grèves très rapidement au mois de novembre importantes qui commencent à éclater. Et c'est le moment où se réunit le congrès de la CGT. Donc le congrès de la CGT qui se clôt le 17, poussé par l'ambiance qui apparaît déjà dans le pays et contraint d'envisager la protestation. Ils envisagent en fait une protestation assez mollassonne quand même, qui est pour le 26, mais avant que le 26 en réalité n'arrive, sans qu'il soit vraiment préparé, eh bien la bataille elle s'engage réellement en région parisienne le 23 et le 24. Et l'exemple le plus important, c'est Renaud-Billancourt, où le 24 au soir, 15 000 ouvriers occupent l'usine. Et là, contrairement à 36, le patronat va demander intervention et les pouvoirs publics vont faire dégager l'usine. La police et les gendarmes tirent des gaz lacrymogènes depuis les toits. C'est la première fois de l'histoire en France qu'on utilise des gaz lacrymogènes auxquels vous êtes hyper habitués maintenant, mais c'est la première fois de l'histoire qu'on les utilise pour une politique de maintien de l'ordre. On les utilise aussi dans les aérations de l'usine, et en fait ils vont procéder de façon très violente et vider atelier par atelier dans lequel les ouvriers se rentranchent. L'opération elle commence à 20h30 et on estime qu'à 2h l'usine est vidée, mais vidée avec des centaines d'arrestations, des ouvriers humiliés, en sang au sol, enfermés dans des ateliers avec les gaz qui arrivent par les aérations, donc en réalité une boucherie. Et le 25, en fait, les instances de la CGT, d'une certaine façon en réaction, elles sont obligées d'appeler à une journée de grève générale pour le 30 novembre. Mais elles prennent aussi un soin, c'est celui d'indiquer qu'elles vont appeler à la grève générale le 30 novembre, mais qu'il faudra que le 1er décembre, quoi qu'il se passe, le travail soit repris. Et elle explique aussi immédiatement que donc, le travail de toute façon reprendra le 1er décembre et que surtout cette grève va se passer dans le calme et sans occupation d'usine. Donc la direction de la CGT, la grève en fait est déclarée illégale immédiatement par le gouvernement, et en prenant une date 5 jours après, en fait la CGT a laissé 5 jours au gouvernement, au patronat de préparer sa mobilisation, et le gouvernement va mener une campagne pendant ces 5 jours
va menacer les cheminots, mettre des ordres de réquisition, un peu stimuler la résistance du patronat. Et le mouvement ouvrier ne fera pas le poids parce qu'il est aussi en recul du fait des années de capitulation qui viennent d'avoir lieu. Et en fait, la grève sera un échec. Bon, pour la petite blague, la grève est un échec, mais quand même avec des millions de grévistes. Hein. Mais la grève est un échec et en fait, elle va suivre une politique répressive d'une massivité quand même assez exceptionnelle. Selon les journaux communistes, on a dénombré 32 000 ouvriers locautés chez Renault, 80 000 dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, 40 000 licenciements dans l'aviation, des très nombreuses, des dizaines de milliers de révocations dans le secteur public, 500 peines de prison dans 300 pour les ouvriers de Renault et des peines qui vont aller jusqu'à 18 ans de prison. Et en fait, ça c'est l'aboutissement, parce que c'est dès 1936 que la bourgeoisie elle a cherché à récupérer ce qu'elle avait cédé. Et comme le Front populaire, évidemment, refusait de s'en prendre au pouvoir économique, financier, etc., de ce qui était appelé à l'époque les 200 familles, eh bien, il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'une des premières leçons de cette période, évidemment, c'est que la lutte des classes, elle, ne connaît jamais de pause, quelle que soit la politique des directions réformistes. En fait, très rapidement, après les accords Matignon, le patronat va essayer notamment, de fait, il va y avoir l'augmentation des coûts salariaux qui est imposée par les 40 heures, par les augmentations de salaire, va se répercuter en fait sur le prix de la vie. Et Trotsky, c'est pas genre 6 mois après les accords Matignon qu'il aborde cette question, c'est déjà une question qui est au centre dès le 9 juillet 1936, c'est-à-dire, vous voyez, même pas un mois après les accords, Trotsky dit cette question est déjà posée, elle est posée au gouvernement et en fait elle sera posée aux travailleurs pour une longue période. Évidemment, Aurélien l'a dit, en prenant la paix sociale et l'érection à la fois de la SFIO, du PC et de la CGT, chacun dans leur partition, à leur façon, elles ont livré les travailleurs pieds et poings liés à un adversaire impatient de prendre sa revanche. Et bon, là, Trotsky le dit dans le texte que vous avez lu, mais il le dit dans de nombreux textes, qu'un des problèmes, c'est que la classe ouvrière n'a pas su reconnaître son ennemi et que fondamentalement, le rôle du réformisme, du Front populaire, c'était de déguiser l'ennemi en ami. Alors, je ne reviens pas sur la citation de Thorez, là il faut savoir terminer parce que rien n'est revenu dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ça n'a pas été facile pour le Parti communiste de faire reprendre le travail. Et que la réunion du 11 juin devant les militants communistes où il va prononcer ça, c'est vraiment une façon de dire maintenant il faut vraiment se mettre au boulot et aller faire reprendre le taf dans les usines. C'est-à-dire une politique vraiment très volontaire et très concertée. Du point de vue de la SFIO, évidemment, on voit bien que une des leçons, c'est qu'évidemment, encore une fois, on ne peut pas gérer l'État bourgeois au profit des travailleurs. Et en fait, Blum, il sera très, très clair là-dessus. Il fera toute une série de déclarations pendant son procès qui est intenté en 1942 par le régime de Vichy et où il va devoir s'expliquer. Et il y a beaucoup d'écrits là-dessus, il faut lire les citations, c'est hyper intéressant parce qu'il explique à quel point il voulait être un gestionnaire tout à fait loyal du capitalisme. D'ailleurs, il l'avait affiché publiquement, a priori, il a vachement bien tenu parole là-dessus, mais il explique à quel point c'est le patronat qui a pris l'initiative de la négociation, à quel point en fait il était vu par le patronat, il était compris par le patronat comme son allié, etc. Et lui, il n'a rien à redire de tout ça. Donc les événements de 36, c'est ça, mais les événements de 36, c'est également évidemment la force de la classe ouvrière, sa puissance, sa diversité et son unité possible, et la force de la grève générale. Alors étudier 36 pour nous, ça doit aussi nous permettre de nous poser une question, c'est quoi en fait la grève générale? C'est pas juste nos slogans de manifestation. Alors qu'est-ce que c'est une grève générale? Quelle est la différence finalement entre une grève large et une grève plus ou moins massive et une grève générale? Pour la petite blague, en 1935, Trotsky disait sur le ton de l'humour dans une politique avec le PC, il disait la grève générale c'est une grève partielle généralisée et une milice ouvrière c'est des piquets de grève généralisés. Au-delà de ça, à l'évidence,
on ne peut pas donner une réponse qui est quantitative. Hein, ce n'est pas une question de nombre de jours, c'est pas une question de savoir s'il y a 50, 75 ou 100% de grévistes. Par contre, on peut dégager quelques-unes des caractéristiques, et notamment un exemple de 36. D'abord, c'est son caractère largement interprofessionnel. En termes de participation, à l'évidence, et on pourrait vachement détailler pour 36, mais en 36, il y a une série de vagues en fait, de grèves, mais, qui sont d'ailleurs de plus en plus interprofessionnelles, hein, mais qui est très impressionnant, mais aussi dans ses objectifs politiques. Alors, Jacques l'a dit un peu hier dans son topo, mais en 36, il y a bien sûr des milliers en fait, de grèves. Il y a des milliers de grèves spécifiques, simultanées, qui s'entretiennent d'ailleurs. Certains gagnent et d'autres prennent, etc. Mais en fait, cette simultanéité, ce niveau de simultanéité qui est aussi exceptionnel, aussi le fait que dans toutes les grèves spécifiques ont finalement des revendications et des objectifs qui sont très proches, très communs, les 40 heures, les salaires, les droits syndicaux, etc., même s'ils s'expriment de façon un petit peu différente en fonction de choses dans les entreprises, ici sur un licenciement d'un gréviste, là sur des salaires particulièrement bas, etc. Hein, c'est-à-dire mais quelque chose en fait qui a une dynamique commune. Le fait aussi qu'il y ait des méthodes de lutte qui soient communes autour des occupations, j'y reviendrai, fait que c'est pas juste la juxtaposition de, hein, c'est pas juste la juxtaposition de grèves spécifiques. Le deuxième élément, c'est que le mouvement gréviste, ce mouvement gréviste, c'est un processus de constitution, entre guillemets, du prolétariat en classe pour soi, c'est-à-dire c'est le moment où les travailleurs, avec une telle massivité, simultanéité des luttes, ils se rendent compte, y compris de ce qu'est leur propre classe, en termes de composition, de dynamique, etc. Et que ça se passe dans une dynamique d'affrontement global entre les classes, c'est-à-dire que c'est y compris perçu, ou de plus en plus perçu, que ce mouvement de grève, il n'oppose pas juste un secteur de la bourgeoisie et un secteur des travailleurs, mais qu'il est vraiment dans une dynamique d'affrontement global. Et je crois quand même qu'on peut dire qu'en 1936, le patronat, lui, a très bien compris cette dynamique d'affrontement global, et il a très bien compris qu'il avait vraiment beaucoup à perdre. Hein. Dans le 9 juin, dans son texte qu'on intitule parfois « La Révolution française a commencé », Trotsky écrivait « Ce qui s'est passé, ce ne sont pas des grèves corporatives, ce ne sont même pas des grèves, c'est la grève. C'est le rassemblement au grand jour des opprimés contre les exploiteurs, c'est le début classique de la Révolution. » Bon, je vais un peu revenir sur l'idée de la Révolution, mais en fait, il disait ça parce qu'en fait, ce qu'il opposait au mouvement syndical, aux réformistes, qui rabaissait en fait le niveau, qui disait mais en fait il y en a beaucoup, mais on est face à des luttes, à des grèves économiques. Alors quand il dit c'est le début classique de la Révolution, ça veut dire que la grève générale, c'est politique. Mais par rapport à nos débats aussi qu'on peut avoir aujourd'hui, compris dans les médias, dire c'est une grève politique, mais ça ne veut pas dire que toute grève, tout mouvement gréviste qui ne serait pas organisé autour d'une revendication qui est directement politique, ne serait pas une grève générale. Hein. Je crois que c'est Mandel qui explique dans un texte que en 1936, à l'évidence, les ouvriers, ils avaient une intention qu'ils n'étaient même pas capables de formuler, d'articuler, dit Mandel. Et Trotsky, en fait, il donne une définition que je vais vous lire, pas pour vous abreuver de citations, mais je trouve qu'elle est bonne. C'est dans le même texte en 1935 qui s'appelle « Encore une fois, où va la France ?» Il dit ceci, « La grève générale, comme le sait tout marxiste, est un moyen de lutte les plus révolutionnaires. La grève générale ne se trouve possible que lorsque la lutte des classes s'élève au-dessus de toutes les exigences particulières et corporatives, s'étend à travers tous les compartiments des professions et des quartiers, efface les frontières entre les syndicats et les partis, entre la légalité et l'illégalité, et mobilise la majorité du prolétariat en l'opposant activement à la bourgeoisie et l'État. Au-dessus de la grève générale, il ne peut y avoir que l'insurrection armée. Toute l'histoire du mouvement ouvrier témoigne que toute grève générale, quels que soient les mots d'ordre sur lesquels elle est apparue, a une tendance interne à se transformer en conflit révolutionnaire déclaré, en lutte directe pour le pouvoir. Donc à mon avis, c'est une citation, une définition qui est assez intéressante. Par contre, on pourra peut-être discuter, y compris de comment on voit la question de la grève générale aujourd'hui. Aujourd'hui, du
fait de la croissance du monde salarial a encore plus d'importance dans notre stratégie. Pour les patrons, en fait, les occupations d'usines représentaient, en fait, étaient le visage de la menace de la révolution et du pouvoir ouvrier. Dans les livres d'histoire, etc., les réformistes ont vachement les images, les occupations, c'était les balles, les kermesses, tout ça était fort sympathique, ça a laissé des jolies photos, on n'a rien contre le fait de danser, etc. Mais évidemment, c'est une image complètement déformée. Et pour le patronat, c'était pas la kermesse. Pour le patronat, c'était le fait qu'il y avait des grévistes qui contrôlaient les entrées et les sorties, qui prenaient possession de ce qui fondait leur pouvoir et leur richesse. Et c'est le mouvement 36 qui va populariser, ça avait déjà existé les occupations d'usines, mais qui va populariser, y compris dans l'histoire, dans le mouvement ouvrier, cette forme de lutte. Et même si les travailleurs n'en avaient pas forcément conscience, ils n'en avaient pas tous conscience en tout cas, c'est une première attaque contre la propriété privée, car départ pragmatique, c'est un moyen de défense de la grève. C'est la meilleure façon d'être sûr que le patron ne va pas fermer l'usine, qu'il ne va pas faire reprendre le travail par des zones, etc. Et les patrons ont été particulièrement affolés du calme qui régnait en fait dans les occupations. Il y a des exemples, notamment sur la troisième vague de grève, où on explique que les femmes qui travaillaient dans les grands magasins prenaient le soin, par exemple, de couvrir les meubles qui étaient vendus par le magasin pour qu'ils ne soient pas abîmés. Enfin, et bon, une série de choses comme ça. Donc c'est une forme de remise en cause qui est sans doute rudimentaire, mais qui est tout à fait réelle et dont le patronat prend la mesure. Et d'ailleurs, il y a un patron qui expliquera que surtout lui, il était opposé à l'intervention de l'armée ou des flics face aux occupations, parce qu'il savait que ça risquait une diffusion de sang. Et en fait, la peur qu'ils avaient, si ça s'embrasait suite à une diffusion de sang, parce qu'en fait, ils ne récupèrent pas leurs usines. Donc c'était ça, et il le disait publiquement, quoi. Enfin, il était très clair là-dessus. Les piquets de grève, il y a eu des piquets de grève, ils étaient peu ou pas armés, contrôlaient les entrées, les sorties de façon assez stricte, même vis-à-vis des ouvriers. Puis nous, on parle souvent de comités de grève, on a des comités de grève, il y en avait partout, ou quasiment, mais en fait, ce qu'il faut en dire, c'est que il y avait des comités de grève, mais il n'y avait pas de démocratie ouvrière. Les comités de grève, ils étaient essentiellement composés de militants politiques ou syndicaux. Il y avait d'ailleurs, au fur et à mesure du mouvement, c'est creusé une distinction entre parfois ces comités de grève et ceux qui ne participaient pas au comité de grève et qui étaient parfois maintenus dans l'esprit activité de loisirs, etc. Il y a juste quelques... Alors, juste, je vais dire un truc sur l'occupation, en fait, elle est très forte, mais elle a une limite. Et en fait, cette limite, d'un certain point de vue, c'est Blum qui l'expliquera. Blum, il va dire ça. Il va dire les ouvriers occupaient l'usine, mais il est vrai que l'usine occupait les ouvriers. Les ouvriers étaient là et pas ailleurs. Ils n'étaient pas dans la rue, ils ne formaient pas de cortège avec des chants, des drapeaux rouges qui venaient se heurter au barrage de la police. C'est la limite du mouvement d'occupation, aussi fort soit-il, c'est que le 36 n'est pas marqué par des grandes manifestations, il y en a eu des centaines, des milliers, mais petites, peu de coordination, etc. Un seul exemple de forme d'auto-organisation et de coordination était lié à l'influence d'un militant trotskiste qui s'appelle Georges Chéron, qui travaillait dans une usine qui travaillait pour l'automobile Hotchkiss à Levallois, et qui prend l'initiative, le comité de grève de cette usine prend l'initiative de réunir les principales usines, notamment de la métallurgie, mais pas seulement de la région parisienne. Il y aura 2 réunions, une première qui rassemble des dizaines d'ouvriers de 33 usines, la deuxième, je crois le 8 juin, 350 ouvriers qui représentent 280 usines et qui vont prendre une déclaration qui dit que des mesures importantes ont été prises pour le lien interusine, ils mettent en place un comité d'entente, etc. Mais une expérience qui, pour nous, serait énorme aujourd'hui, à l'époque, dans 36, est tout à fait peu significative. Si j'en parle, c'est parce qu'elle est significative du fait du rôle que va avoir une intervention, des interventions militantes. Mais à l'époque, elle représente parmi 12 000 usines en grève.
c'est bien trop faible pour peser en quoi que ce soit vis-à-vis des bureaucraties, mais on peut dire que c'est une expérience d'un certain point de vue de type soviétique. Voilà, c'était ça qu'avaient dans la tête les militants trotskistes. Les trotskistes, ils joueront un petit rôle aussi dans le Nord, quand des ouvriers de la confiserie du chocolat vont reprendre la production. Il y a une des usines, par exemple, qui nommera un militant trotskiste qui s'appelle Eugène de Vreillère comme leur directeur, etc., qui montre des possibilités dans l'intervention. Mais en fait, les trotskistes, ils étaient minés par leur division, qui était très forte. D'ailleurs, Trotsky était très critique à l'égard de la section française, minés par le fait qu'ils n'avaient en réalité pas réussi leur période d'entrisme dans la SFIO, c'est-à-dire qu'ils n'en étaient pas ressortis suffisamment forts. Ils étaient minés par leur propre composition sociologique, qui était peu ouvrière. Bon, voilà. Mais ils ont essayé, ils ont continué à jouer un rôle dans la fédération technicien CGT, qui gardera une. Bon, et voilà, ils sont faibles. Trotsky dira quand même, et c'est important, il dira à propos de 36, c'est à propos de 36 qu'il dira, dans un sol fertile, une poignée de grains donne une belle moisson. Lui-même était assez critique de l'intervention et des difficultés des trotskistes, donc c'était peut-être un peu bon, voilà, pour la joliette, pour l'optimisme de la suite qui allait arriver, mais je crois que c'est quand même important. Et je finirai juste sur la leçon fondamentale en fait, de 36, c'est qu'en 36, c'est une révolution manquée, comme dit Guérin, c'est qu'en fait il a manqué un parti et une direction révolutionnaire. Trotsky, en fait, il va expliquer pendant longtemps tous les atouts, tout le côté extraordinaire de 36, mais il expliquera aussi les limites et il le dira comme ça. Il dit les ouvriers ont exercé en juin une grandiose pression sur les classes dirigeantes, mais ne l'ont pas conduite jusqu'au bout. Ils ont montré leur puissance révolutionnaire, mais aussi leur faiblesse et absence de programme et de direction. Et Trotsky va expliquer après ça que la seule tâche des révolutionnaires, ça doit être de se lier aux ouvriers communistes, de se lier au monde du travail, de défendre les bons mots d'ordre, de chercher à construire une direction révolutionnaire, et en premier lieu en essayant de gagner l'avant-garde large, dont on parlait un peu hier, mais qui était sans doute encore plus large à l'issue de juin 36 pour construire voilà, une direction.